À la une ce soir, l'interdiction des vitres teintées repoussée au 1er janvier prochain. Le décret de cette mesure est paru la semaine dernière au journal officiel et malgré le temps supplémentaire offert aux automobilistes chez nous, elle reste controversée. Utiliser le langage des signes pour communiquer avec bébé, c'est l'objectif de la formation proposée par l'association CERAC. Pendant 2 jours, parents, futurs parents mais aussi enseignants viennent apprendre une batterie de signes essentiels. Un atelier s'est tenu ce matin. Enfin, il y aura du volleyball dans votre journal avec la double victoire montjolienne. Les finales du championnat de Guyane se sont déroulées hier soir. Résumé complet des matchs dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal en ce lundi 18 avril. Et on démarre avec de tristes nouvelles. 2 personnes sont mortes et 9 autres ont été blessées, dont 2 jugés dans un état sérieux suite à la fusillade éclatée la nuit dernière. Les faits se sont déroulés aux alentours de 23h30 dans un bar du quartier du village chinois à Cayenne. Les 2 victimes sont 2 hommes, un dominicain et un martiniquais, âgés de 28 et 39 ans respectivement. On écoute les précisions du procureur de la République au micro de Caroline Alcide. Hier soir vers 23h30, nous étions dimanche, 2 hommes sont entrés dans le Macumba, donc à la crique, et ont immédiatement fait usage d'armes à feu. On pense que c'était avec 2 pistolets automatiques 9 mm, et ils ont d'abord tué 2 personnes. Une est morte sur le coup, la deuxième est morte à l'arrivée des secours, et ils ont blessé grièvement 9 autres personnes. 3 très grièvement, qui sont toujours à l'hôpital. Pour l'instant, c'est l'idée qu'on en a. Donc l'enquête ne fait que débuter. Donc les victimes blessées n'ont pas pu être entendues immédiatement parce qu'il a fallu d'abord soigner leurs blessures. Voilà, donc l'enquête vraiment débute et bon, je ne peux pas en dire plus sur les détails de cette enquête. On est dans la communauté dominicaine. On pressent des motifs évidemment crapuleux, on pressent un règlement de compte, mais pour l'instant ce sont que des théories. On a besoin d'éléments plus probants pour discuter de façon claire. C'est ce qu'on pense, oui. Que les 2 personnes qui sont décédées étaient les personnes visées et que les autres personnes ont été blessées de façon collatérale. Voilà. Mais pour l'instant c'est l'hypothèse de travail principale. Après on verra ce que donnera l'enquête. Pas de garde à vue en cours et quant aux opérations, je garde le secret pour l'instant. En bref, un grave accident s'est produit ce midi au carrefour changement sur la RN1 en direction de Sinnamary. Il s'agit d'une collision frontale entre 2 véhicules légers. Le dernier bilan fait état de 6 morts, dont 5 dans un même véhicule, le 6e étant un bébé. Les services de secours nous ont informé. Les ceintures de sécurité des personnes décédées n'étaient pas bouclées a priori pendant cet accident. Elle représente un refuge face à la chaleur et face aux regards indiscrets. Les vitres teintées devaient être interdites au 1er janvier 2016. Plus précisément, ce sont les vitres avant teintées à plus de 40% qui sont visées par cette mesure sécuritaire. Au final, les automobilistes ont jusqu'à l'année prochaine pour se mettre en règle. Un souffle qui n'enlève pas le mécontentement des Guyanais. Mia Pierre. Une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. C'est ce que coûtera aux automobilistes qui rouleront avec les vitres surteintées de plus de 30% à compter du 1er janvier 2017. Un décret paru le 14 avril dernier sanctionne officiellement la pratique du surteintage des vitres avant des véhicules, comme l'avait recommandé le Conseil national de la sécurité routière. Le législateur a donné comme limite de transparence 70%. Alors pour bien comprendre ça, il faut partir du principe qu'une vitre non teintée est transparente à 100%. Donc 70%, c'est une teinte qui est légère, mais grâce à laquelle on peut toujours voir à travers. En dessous de plus on descend en pourcentage, plus on va dans des vitres teintées jusqu'à 10 ou 20%, où on ne voit absolument rien de ce qui se passe à l'intérieur du véhicule. Ici, les automobilistes font la grise mine, ne comprennent pas forcément les raisons de cette mesure. Pas parce que la voiture est teintée qu'il veut dire qu'il y a un truc bizarre qui se passe ou voilà quoi, que c'est je sais pas moi, c'est terroriste ou tout ce qu'on peut penser de méchant. C'est la vie de la personne, c'est sa façon d'être, sa façon de faire ses choses. Changer les vitres, ça va pas m'arranger, car j'ai acheté la voiture toute option avec les vitres teintées. Alors s'il y a un problème, il faudra revoir avec les concessionnaires, avec tout le monde, parce que moi ça me dit rien. Si nous avons déjà les vitres teintées, je ne vois pas où est l'intérêt d'aller retirer les vitres teintées, comme nous avons déjà, étant donné que ça coûte très cher. Je pense que c'est ridicule, il fait chaud, on a besoin d'être à l'ombre, d'être au frais. Et pour ma part, les vitres teintées, ça sert beaucoup.
Donc moi, déjà en général, je roule les vitres baissées, donc s'il y a les vitres teintées, je vois pas où elle est mal, quoi. Aussi la possibilité pour les gens d'avoir moins de chaleur dans les véhicules, c'est la possibilité de ne pas avoir de vitres cassées lorsqu'on vous vole dans votre voiture, ou en tout cas ne pas avoir des bris de glace partout. Ça a une certaine utilité en Guyane qui effectivement n'existe pas en métropole. Pour les autorités, les vitres surteintées représentent un danger pour le conducteur en réduisant sa visibilité. Cette mesure devrait permettre aux policiers de mieux voir l'intérieur des véhicules et notamment de mieux sanctionner. Les adeptes des verres fumés ont encore 8 mois de répit avant de faire retirer le surteintage et gagner en visibilité. Tout autre chose maintenant dans l'actualité, nous allons parler de l'éboulement de la colline de Cabassou en 2000 avec notre invité ce soir, le secrétaire général adjoint du MDES, Maurice Pindar. Bonsoir. Bonsoir, je ne suis pas secrétaire général adjoint du MDES. Ah, alors c'est une erreur de ma part, je suis désolée, mais en tout cas, vous êtes là pour en parler avec nous parce que vous êtes au MDES. Voilà, et surtout j'étais conseiller municipal. À l'époque de cet éboulement, effectivement. Alors justement, on va revenir sur ce fameux jour, ce 19 avril à 13h45. Que faisiez-vous? Eh bien, moi, je suis passé une demi-heure avant sur le site. Parce qu'en fait, il y avait des signes précurseurs. On voyait que la route était défoncée. Mais ça faisait longtemps qu'elle était défoncée. Mais là, les dernières semaines, c'était beaucoup plus. Et puis, il y avait beaucoup plu aussi. Et il y avait des gens du BRGM qui venaient voir, faire des sondages, etc. Il y avait d'ailleurs 2 personnes qui faisaient des sondages, voilà. effectivement. Et ce jour-là, il y avait même des gens de la DDE qui ont été envoyés pour réparer un peu les dégâts. Donc en fait, au niveau des autorités, on savait que la montagne était en train de repousser la route. Et en fait, on n'a pas pris les dispositions. Et comme vous parliez justement de ces 2 personnes qui effectuaient des sondages, elles ont été emportées ce jour-là par l'éboulement. En tout cas, vous le disiez, vous étiez conseiller municipal à Montjoly à l'époque. Quelle a été la réaction de la mairie? Eh bien, tout le monde a été très choqué, tout le monde a réagi sur le vif. Bon, les secours ont pris du temps à se mettre en place parce que c'est toujours la même chose. En Guyane, il faut attendre que les cellules de crise se réunissent à la préfecture et que les autorités décident de ce qu'on va faire. Voilà. Et puis ensuite, bon, les mois passés, il fallait que tout le monde prenne la dimension. 10 personnes qui meurent d'un seul coup en Guyane, c'est énorme. On rappelle que c'est un pan donc, de la commune qui voit 300 000 mètres cubes de terre tomber sur la route, tomber sur l'usine Silama. Alors il y a des ouvriers de l'usine aussi qui ont été pris. Et puis il y a des gens qui passaient, notamment la famille d'Orlipo. Un père, sa fille. Et peut-être d'autres passants, parce que jusqu'à présent, nous, on dit que toute la route n'a pas été déblayée, puisqu'ils ont construit une déviation, et donc on ne sait pas. C'est pour ça que lorsqu'on commémore, on ajoute toujours une bougie supplémentaire, parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas encore des gens. Un autre point justement autour de cet éboulement et puis des conséquences. Aujourd'hui, l'action en justice est éteinte. Personne n'a été mis en examen. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation selon vous? On ne peut l'expliquer que par la situation de la Guyane. C'est-à-dire que les personnes qui étaient mises en accusation, et notamment par nous, parce qu'on a créé un collectif, avec les familles aussi, donc on a demandé à citer en comparution le directeur du BRGM, ceux qui faisaient les sondages sur la colline, le directeur de la DDE, qui avait envoyé des gens en réparation de la route, donc ils savaient très bien que ça n'allait pas, et la préfecture qui n'a pas pris les dispositions pour fermer la route. Et personne n'est mis en cause au final. Mais comme ces personnes, ce sont des personnalités, des hautes personnalités de la Guyane, premièrement, le procès a été délocalisé à Paris, pour qu'il n'y ait pas de troubles soi-disant à l'ordre public, et ils ont été déclarés, personne n'est responsable, c'est une catastrophe naturelle, ce que personne ne croit en Guyane. Il y a peut-être une action en route à ce niveau-là, au niveau du MDES ou pas, ou c'est simplement... Non, la procédure est allée jusqu'au bout, et finalement, ils ont été blanchis. Alors justement, le MDES, en tout cas, vous le rappeliez, a créé un collectif avec les proches sur cet événement-là. Et c'est lui qui a commémoré, notamment l'année dernière, avec une grande marche pour les 15 ans qui a été mise en place. On commémore depuis 2006 parce qu'on finalement, comme on a trouvé que les réactions de la mairie et des autorités de Guyane étaient un peu timides, on a voulu marquer le coup en érigeant une stèle. Comment expliquer justement cette timidité des instances guyanaises sur cet événement qui est quand même assez majeur dans l'histoire de la Guyane? Par l'histoire de ce pays, on a peur de nous-mêmes, malheureusement, dans notre pays. On a peur de faire, on a peur de dire non à l'occupant ou bien à ceux qui gouvernent. Alors, il faut qu'on soit des citoyens à la même hauteur que tout le monde. Il faut être capable de dire non.
Et donc nous avons dit qu'il faut que cette catastrophe soit une stèle à la dimension de l'événement et qu'on commémore, parce que c'est une catastrophe qui est très grave dans ce pays. 10 morts, on avait calculé que dans un pays comme la France, ça aurait fait 3000 personnes d'un seul coup. C'est conséquent. Donc c'est conséquent. Donc c'est pour ça qu'on commémore régulièrement chaque année. Et justement, donc cette année, qu'est-ce qui est prévu pour commémorer? Ce qui est prévu, il faut dire aussi que depuis l'année dernière, les familles aussi, certaines familles ont décidé de commémorer elles aussi, donc c'est complémentaire. Et cette année, c'est à 14h30, demain, sur le site, et là où il y a la stèle. C'est une cérémonie œcuménique, donc il y aura prêtre, imam et pasteur. Interreligieuse. Voilà, et puis dépôt de gerbes. 14h30. 14h30 demain, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Maurice Pindard d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. On poursuit avec cette formation au langage des signes pour les parents et leurs bébés qui se tient à l'initiative de l'association CERAC pendant 2 jours. Cette association spécialisée dans le soutien aux personnes malentendantes propose aux parents, aux futurs parents, mais aussi aux enseignants d'apprendre à communiquer avec les bambins à travers le langage des signes. Reportage. Bébé a bien mangé, bébé a bien bu, bébé n'en peut plus. Ici, on apprend à parler le bébé. Fini les mimiques et les onomatopées dénuées de sens. Communiquer avec un enfant en bas âge, ça s'apprend grâce à la langue des signes. Signer, c'est pareil que parler. Quand on parle, le bébé, il entend, il voit, il enregistre et au fur et à mesure, il va commencer à verbaliser. Et bien, signer, c'est pareil. Mais là, on accompagne le signe avec la parole. Donc, le jour où l'enfant veut exprimer un besoin, un ressenti, eh bien, il va pouvoir utiliser les signes. Parce qu'il sait que quand maman me dit, par exemple, est-ce que tu veux manger encore? Et ce jour-là, j'ai envie de dire encore, mais je ne peux pas encore l'exprimer. Eh bien, j'utilise mes mains et il le fait, le bébé le fait. Donc, résultat, eh bien, il y a moins de frustration, moins de pleurs, moins de colère, moins de problèmes et c'est aussi une communication beaucoup plus riche, une relation plus riche avec maman et papa. Est-ce que tu veux du pain? Alors, c'est l'image de tranche. Sentiments, émotions, nourriture, mais aussi des jeux et des mises en situation, tout y passe. La formation bébé signe est ouverte à tous, même si elle est très prisée par les professionnels de la petite enfance. Beaucoup d'enfants en Guyane sont primo-arrivants, c'est-à-dire qu'ils viennent du Suriname ou d'autres endroits et ils ne parlent pas du tout français. Donc eux, apprendre la lecture sans en plus connaître la langue française, c'est complètement impossible. Donc l'intérêt pour moi de venir apprendre aussi à parler avec les mains, c'est de pouvoir communiquer avec ses enfants. En tant que psychomotricienne, on travaille avec le corps, donc là c'est aussi une manière de communiquer avec son corps, avec l'autre. Voilà, on fait une séance, encore, on joue, encore, non maintenant c'est fini. C'est clair et c'est très compréhensible par beaucoup d'enfants qui ont des difficultés de langage ou pas même. Le but de cette formation est d'apprendre 100 mots de vocabulaire, comptez 265 € pour 12 heures de cours. La prochaine session bébé signe aura lieu fin 2016 en Guyane et il y a déjà des demandes. Bravo les filles! Restez avec nous, dans quelques instants nous reviendrons sur la clôture de la 10e édition des Tréteaux du Maroni. 4 jours d'art et de festivités, une réussite pour les organisateurs et puis nous verrons la victoire de Montjoly dans les finales féminines et masculines du championnat de Guyane de volleyball. Images et résumés complets à retrouver dans quelques instants. Mais d'abord, direction la Guadeloupe où les parents d'élèves de l'école du bourg de Sainte-Anne étaient mobilisés ce matin devant l'établissement. Ils réclament l'annulation de la fermeture de 3 classes. Le point avec Karim Diamin. C'est par courrier que la communauté scolaire de l'école Ginette Maragnès a appris vendredi soir la fermeture de 3 classes de l'établissement. Une nouvelle qui a suscité l'inquiétude des parents. Vu les fermetures annoncées, on va avoir des classes qui vont passer de 25-28 à des effectifs à plus de 32-33, ce qui est évidemment n'assure pas une qualité, des conditions correctes de travail, quoi. Et avec des classes qui comptent parfois plus de 31 élèves, les conditions de travail sont loin d'être correctes pour ces derniers, mais aussi pour le personnel éducatif. Nous sommes véritablement... Nous sommes désolés de constater qu'encore une fois, on va augmenter nos difficultés en supprimant encore un poste l'an prochain. C'est la raison pour laquelle, sans être à l'initiative, je le répète, moi en ce qui me concerne, je ne puis qu'appuyer toute action, toute initiative visant à améliorer les conditions de travail de mes petits compatriotes. Je ne pense pas avoir commis un crime, ni avoir commis un délit quelconque, simplement en disant que cette revendication est juste. Une revendication soutenue par la FSU,
qui appuie sans compter les parents d'élèves. Nous demandons à monsieur le recteur de revenir donc sur cette fermeture, d'annuler donc cette fermeture, et nous lui demandons d'ores et déjà d'aller à nouveau auprès du ministre pour obtenir réellement les moyens dont nous avons besoin. Une demande relayée par la municipalité de la ville, qui est aussi inquiète que la communauté scolaire. Les parents ont été reçus par monsieur le maire, ils avaient déjà pris contact avec nous en amont. Et c'est vrai que pour nous, ça pose problème, ces fermetures de classe, parce que nécessairement, ça augmente le nombre d'enfants par classe. Et déjà que cette année, nous avons dû subir à Sainte-Anne une grosse problématique au niveau du non-remplacement des enseignants. Monsieur le maire, en tout cas, a adressé un courrier qui explique un petit peu toute cette argumentation. Nous attendons la réponse du recteur, il ne peut pas nous la donner dans la foulée, c'est bien normal. Mais avec 0 création de postes et près de 49 annonces de fermeture de classe, la FSU accuse le coup et tire d'ores et déjà la sonnette d'alarme pour la rentrée prochaine. Nous aurons une démultiplication des classes à double niveau. Nous aurons sûrement des difficultés à prendre notamment les enfants les plus en difficulté en charge. Mais dans le second degré, avec les moins 35 postes, je peux vous dire d'ores et déjà que dans les collèges et les lycées, ça va coincer. Ça va coincer parce que non seulement aujourd'hui nous sommes en dehors des 6e à 30 élèves par division, mais ça va coincer tout simplement parce qu'à un moment donné, lorsque nous aurons à appliquer la réforme des collèges, nous ne pourrons pas le faire dans des conditions acceptables. Et donc nécessairement, on va se retrouver en difficulté. En attendant de rencontrer le rectorat, les parents d'élèves de l'école Ginette Maragnès ont prévu de reconduire leur mobilisation dès demain. Dilma Rousseff menée peu à peu vers la sortie. Vous le savez, la présidente brésilienne impliquée dans un vaste scandale de corruption est aujourd'hui rejetée par sa population. Les députés brésiliens ont voté hier à plus de 71% pour sa destitution. Le vote du Sénat doit trancher d'ici le début du mois prochain. Même si les jeux semblent faits, que pense la communauté brésilienne de Guyane? Nous sommes allés à ces rencontres. Je pense que comme le Brésil c'est un pays qui est en pleine extension, donc je trouve que c'était plus normal qu'il y ait de la corruption au Brésil qu'en France. Normalement, les Brésiliens, il faut qu'ils fassent quelque chose, il faut déporter la présidente. Comme ça, le pays peut évoluer, ils ne laissent pas le pays évoluer. Ils volent beaucoup de choses, ils ne vont pas réduire l'argent qu'ils ont volé. Si tu voles quelque chose, il faut vraiment aller dans une prison. Les Brésiliens, c'est comme ça, c'est comme des poules. Ça prend par derrière, et tout le temps il est en train de crier, il ne fait rien. Normalement, les Brésiliens, il faut bouger son cul, il fait quelque chose. La situation politique au Brésil, ça perdure depuis 12 ans, depuis que Lula il a pris le pouvoir. Il voulait s'installer une république cubaine au Brésil. Et là, aujourd'hui, hier précisément, nous sommes allés pour dire non à la corruption, à tout ça. Il faut qu'elle parte le plus tôt possible, Dilma. Hein? Il est trop tard déjà. Hein? Je suppose qu'il faudrait, oui, je dis oui pour qu'elle sorte de pouvoir. Je trouve que si Dilma reste ou qu'elle part, ça devient la même chose. Tout le monde sont des voleurs. Malgré qu'on n'est pas dans le même pays, mais je pense qu'on a la famille qui sont là-bas et qui sont en train de souffrir par rapport à ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il faut chauffer un peu. Et moi, je suis plutôt pour que la présidente reste. Pourquoi? Parce que même s'ils volent, on est tous d'accord, tous les politiciens au Brésil ou bien le monde entier, ils volent tous. Mais entre être volé et n'avoir rien et être volé et avoir quelque chose, je préfère quand même voter pour le PT. Et puis, c'est le seul parti qui a changé le Brésil, bon, pas le Brésil entier, mais qui a fait quelque chose, qui a mis en place des aides pour les gens défavorisés, des aides pour les étudiants, etc. Donc, entre être volé et n'avoir rien et être volé et avoir quelque chose, ben, je préfère quand même avoir quelque chose, quoi. Et puis essayer de changer ces quelques-uns qui volent un petit peu trop, voilà. Mais la politique, c'est quelque chose de vraiment très compliqué et qu'on ne va pas changer ça comme ça du jour au lendemain juste en retirant la présidente. Direction maintenant la Martinique, escale incontournable depuis 5 ans du Caribbean Air Rally. Samedi matin, 80 pilotes ont décollé de Sainte-Croix aux îles Vierges pour venir du côté de la Martinique, où durant 3 jours, ils ont survolé l'île avant de décoller vers d'autres contrées. Reportage de José Le Chertier. D'origine haïtienne, Marie-Yves Montima participe pour la première fois à ce rallye.
Titulaire d'un brevet de pilote privé, elle poursuit sa formation pour devenir pilote de ligne, un rêve auquel elle ne croyait pas vraiment au début. Dès mon enfance, je me souviens, mon père et ma mère aimeraient que je devienne pilote, mais moi, je n'aimais pas ça. Parce qu'en Haïti, je ne voyais jamais une fille pilote. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas être pilote. Mais en grandissant à l'âge de 17 ans, tout commence par un rêve, je peux dire. J'ai prié et ensuite je me suis dit, ok, je vais m'engager pour entrer dans l'aviation. Sa présence est entièrement financée par l'organisation qui souhaitait intégrer Haïti dans le parcours. Le 23, la flotte fera d'ailleurs escale au Cap haïtien. Marie-Yves est aux commandes sous l'œil attentif d'Angela, sa tutrice. Je suis très contente d'être ici et d'être avec Marie, elle est géniale. C'est une très bonne pilote, elle a un avenir brillant. J'étais très contente d'entendre son histoire et de l'aider. Le Caribbean Air Rally, c'est une flotte de 34 appareils de 3 catégories. Les Yellow Tanker et les Red Baron pour les petits avions classés en fonction de leur vitesse et les Grey Wolf pour les bimoteurs plus rapides. Pas de challenge sportif, les participants sont juste des passionnés en quête de beaux paysages et de découverte des îles de l'archipel. C'était fantastique, nous avons eu un temps magnifique. En commençant, on a eu un départ un peu difficile parce que les instructions ne sont pas venues claires, mais une fois dans les airs, on a eu une excellente collaboration de San Juan qui nous a transférés à la Guadeloupe et ça parlait français et on riait parce que les pilotes anglais avaient de la misère à comprendre les instructions alors que nous, on comprenait même leurs instructions. Température idéale, les vents étaient ce qu'ils étaient et on était supposé avoir de la mauvaise température arrivée ici et c'était une température géniale. Le comité martiniquais du tourisme et la SAMAC sont partenaires de la Gouvernance General Scope depuis 2011. Atterrissage, balisage et parking des avions sont gratuits et les taxes aéroportuaires exonérées. La Martinique se positionne ainsi comme une destination accueillante pour l'aviation de loisirs. On démarre le Caribbean Skyway qui en fait va regrouper les îles qui sont les plus aviation friendly, comme on dit en anglais, qui veut dire qui sont vraiment ouverts à l'aviation générale, au tourisme de l'aviation, des pilotes, qui sont un très bel atout pour les îles parce que ce sont des pilotes qui quand même dépensent assez dans les îles. C'est une belle clientèle et ça permet d'augmenter le trafic des aéronefs, des petits aéronefs vers certaines îles de la Caraïbe que nous on a jugées comme étant très aptes à recevoir cette clientèle-là. Pendant 3 jours, les équipages profiteront de leur séjour chez nous avant de s'envoler pour Antigua. De retour chez nous, la 10e édition des Tréteaux du Maroni s'est achevée hier au camp de la transportation de Saint-Laurent. 4 jours d'art en tout genre et de festivités qui ont su ravir le public. Un tremplin également pour de nombreux artistes venus de toute la Caraïbe. Reportage. Émerveillement, surprise et diversité. C'était la 10e édition des Tréteaux du Maroni. Un travail de longue haleine pour les organisateurs comme les artistes, dont certains étaient venus de loin. Une occasion pour des festivités, sous le signe de la jeunesse et du partage. C'était une rencontre pédagogique qui était hyper enrichissante pour nous aussi parce que on a dû jongler avec plusieurs langues. Parfois en français, parfois en anglais. Et donc ça c'était c'était vraiment une expérience de dingue quoi. Moi je pense que là j'ai appris quelque chose en étant avec eux pendant ces 10 jours et en les voyant sur scène et tout. Je pense qu'on leur a appris des choses et on a beaucoup aussi appris d'eux. On a fait plein d'expériences avec beaucoup de professeurs qui sont venus de l'extérieur, qui étaient venus aussi participer dans le festival. Donc tout ça s'est bien passé avec eux. C'est le partage qui est très important avec eux parce qu'eux ils amènent leur talent, nous aussi on amène notre talent qui fait que ça métise. Et voilà, la communication ça gère quoi, qui fait que on arrive à s'entendre, on arrive à s'entendre dans la musique, on arrive à s'entendre dans le théâtre. Et voilà.
Les rencontres ont eu lieu, je crois, vraiment, parce que la rencontre avec le Suriname, à Mongo, plus particulièrement l'Art-MB Studio et nos élèves du TEC, plus le collectif BIM de Lyon. C'est encourageant parce que ça vient des jeunes, c'est le temps de la transmission, j'ai envie de dire, et c'est le temps aussi où on est porté par une nouvelle vague, des nouvelles générations, et on est très contents. Un nouveau pari réussi pour les tréteaux du Maroni, qui, cette année, ont su mettre en avant nos jeunes talents pour le plus grand plaisir des spectateurs. Et comme promis, un peu de sport maintenant. Vous le savez, le club de volleyball de Montjoly peut être fier de ses équipes féminines et masculines. Elles ont toutes deux remporté les championnats de Guyane hier soir. Les filles ont battu les championnes en titre de Matoury et les garçons restent vainqueurs face au Sport guyanais. Résumé des matchs avec Jonathan Lariot et Stéphanie Puglisi. C'est une véritable marée verte qui s'est déchaînée sur les finales du championnat de Guyane de volleyball. Les équipes féminines et masculines de volleyball de l'US Montjoly sont championnes de Guyane 2016. Tout commence le mercredi 13 avril chez les femmes. Montjoly crée la surprise en s'imposant face à Matoury, championne en titre depuis déjà 6 ans, sur un score de 3-7-2. Au match retour, c'est Montjoly qui est sacré champion de Guyane. C'est chose faite. On est très heureux aujourd'hui. Ce n'était pas une mince affaire, mais on a su le faire et nous sommes extrêmement heureuses. Pour la première année, depuis tant d'années que je joue à Montjoly, c'est ma première victoire en tant que championne de Guyane et ça sera la fête ce soir. Concrètement, la défaite de ce soir, le fait de perdre le titre, c'est le reflet de la saison. Elles ont été bien meilleures que nous, elles ont été plus soudées. Je pense que c'est la fin d'un cycle. Bon, il y a une déception, c'est clair, de la part des joueuses. Bon, de moi un peu moins parce que je ne l'ai pas suivi cette année. Mais quand même, c'est la fin d'un cycle. Et puis, grand bravo à Montjoly. Montjoly mérite ce titre. Chez les hommes, cette fois-ci, c'est un peu plus long. 3 rencontres. Dans la première, Montjoly s'impose sur un set de 3-7-0. Au match retour, c'est au tour du Sport guyanais de relancer les finales. Il gagne 3-7-2. Dimanche, match d'appui. Après un peu plus de 2 heures de match, les hommes de Montjoly sont sacrés à leur tour champions. Un peu compliqué, physique à la fin, 3e match, on a joué à la veille, on a fini quand même à 1h du matin le match, c'était vraiment du physique. Mais là, 3-7-1, ouais, le sport était là, mais on a bien joué, Ça fait peut-être plus de 3 ans qu'on a le même groupe, donc on arrive à mieux gérer. Ça a changé beaucoup de choses, mais voilà les différences. Tout le public était Sport guyanais. On avait un petit comité pour Montjoly. C'est l'équipe à battre, ben oui, parce qu'on est en tête de championnat. Et voilà, quoi, il faut atteindre le meilleur. Notre jeu sur cette saison a été... ça monte, ça descend, ça monte. On n'a pas réussi à garder un niveau constant de jeu. Et quand tu joues à demi, une fois tu te réveilles, tu joues à fond, ça peut pas passer. Ça peut passer une fois, mais pas sur des compétitions de ce type. La meilleure équipe le remporte et c'était Montjoly sur cette saison. Écoute, moi je leur souhaite bon vent et qu'ils représentent bien la Guyane. Une saison aux couleurs de Montjoly. Si pour le championnat de Guyane la course s'arrête là, les 2 équipes devraient partir représenter la Guyane au Challenge de France en mai prochain. Une compétition qui verra s'affronter toutes les équipes des Dom-Tom. Et on va parler du tourisme pour finir ce journal avec notre invité Alex Madeleine, président du comité de tourisme de Guyane. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va bien sûr parler de ce salon du tourisme. C'était la 18e édition qui s'est tenue donc jusqu'à hier soir. Premier bilan, 8600 visiteurs. C'est un succès, on suppose? Effectivement, c'est un succès. Et tout d'abord, je voudrais quand même féliciter l'ancienne équipe, puisque nous qui arrivons aujourd'hui, nous poursuivons le travail qui avait donc été initié à l'époque. Donc saluer l'ancienne présidente, Sylvie Désert, effectivement pour ce travail.
Et comme vous disiez, 6661 visiteurs, effectivement, c'est une belle opération pour nous aujourd'hui. Justement, par rapport aux éditions précédentes, est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on a beaucoup plus de personnes? On a un peu plus de personnes? Oui, les chiffres le prouvent, hein, de 8500 l'année dernière à 8661, donc cela prouve à l'évidence qu'il y a effectivement une augmentation de visiteurs. Cela prouve également que la communication se fait. Et surtout la destination Guyane, l'image Guyane est réellement effectivement au rendez-vous. Justement, cette image Guyane, elle évolue, on l'a bien compris, mais dans quel sens? On a entendu que le slogan peut-être pourrait changer. On parle de la Guyane, on ne vous croira pas, on va passer à autre chose pour changer les mentalités. Quelle est l'évolution maintenant de cette image de la Guyane? Non, l'image dont vous faites état, c'est un slogan qui date depuis 99, il me semble, de mémoire, 99-2000. Il y a aujourd'hui 2 ans, il y a une nouvelle identité, une nouvelle identification. Donc aujourd'hui, c'est effectivement Guyane naturellement généreuse. Donc cela prouve à l'évidence qu'il y a effectivement une autre marque d'image, de manière effectivement à mieux faire entendre notre voix en Guyane, à mieux faire découvrir notre destination. Et puis c'est vrai que la communication qui se faisait avant vers le national, il a fallu effectivement rectifier quelques erreurs. Justement, avec ces petits changements qui ont été apportés, est-ce que l'idée, c'est pas aussi de modifier un petit peu la cible pour l'inciter à venir en Guyane? Écoutez, c'est le travail que nous faisons. Vous savez, j'ai eu des prédécesseurs, il y a eu de nombreuses équipes avant nous. Aujourd'hui, la volonté de ce nouvel exécutif, c'est de poursuivre ce travail par le biais d'un schéma, donc le schéma régional de développement, qui est établi donc, par les élus donc, de la collectivité. Aujourd'hui, nous le mettons en place. Et nous assurons effectivement que ce schéma sera bien suivi en l'améliorant. Bien sûr, quand je dis l'améliorer, c'est d'être vraiment sur le terrain, être à l'écoute des professionnels et aller vers eux pour pouvoir effectivement les accompagner dans leur démarche. Alors récemment, on a reçu sur notre plateau le directeur du CTG qui nous parlait effectivement de ce tourisme en Guyane qui évolue. Vous, justement, après ce salon du tourisme, qu'est-ce que vous pensez voir comme retombées dans le département, déjà finalement des Guyanais dans leur propre territoire? Écoutez, c'est le travail que nous faisons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment valoriser nos sites touristiques. Qu'est-ce qui est fait, par exemple, pour valoriser ces sites touristiques? Est-ce qu'on va baisser les prix? Est-ce qu'on va changer les formules? Écoutez, je ne suis pas professionnel, je suis qu'un exécutif. Aujourd'hui, c'est de voir avec les professionnels donc, du tourisme de quelle manière on pourrait effectivement harmoniser les prix pour que des familles puissent bien sûr se rendre vers ces sites afin de voir effectivement ce qui est proposé en Guyane. C'est le travail également que nous avons commencé à faire avec la Martinique, puisque le comité Martinique était présent sur notre salon à notre invitation. Et ce travail donc, continuera à exister sous forme d'une convention de partenariat. Vous évaluez quand même un certain nombre de Guyanais qui visitent leur territoire aujourd'hui? Aujourd'hui, non, je n'ai pas les chiffres. Ils sont peu. Ils sont peu nombreux parce que ça coûte cher finalement. Ça coûte cher, oui, lorsqu'on est une famille nombreuse, mais c'est le travail que nous ferons avec bien sûr les compagnies aériennes et puis aussi les professionnels du tourisme. Merci beaucoup Alex Madeleine d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce journal, je vous rappelle tout de suite les titres de l'actualité. L'interdiction des vitres surteintées repoussée au 1er janvier prochain. Le décret de cette mesure est paru la semaine dernière au journal officiel. Et malgré le temps supplémentaire offert aux automobilistes chez nous, elle reste controversée. Utiliser le langage des signes pour communiquer avec bébé, c'est l'objet de la formation proposée par l'association CERAC. Pendant 2 jours, parents, futurs parents, mais aussi enseignants viennent apprendre une batterie de signes essentiels. Un atelier s'est tenu ce matin. Enfin, il y a eu du volleyball dans votre journal avec la double victoire montjolienne des seniors féminines et masculines. Les finales du championnat de Guyane se sont achevées hier soir.
Et notez que le rejet du budget présenté par le maire de la commune d'Irakubo ce week-end, un scénario se retrouve un écho aujourd'hui à Maturi, puisque le budget présenté pour la deuxième fois par le maire Gabriel Serville a à nouveau été rejeté ce soir. Le préfet de région va donc devoir trancher dans cette affaire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, l'information nationale et internationale, puis ce sera votre émission Face à Face. Très bonne soirée à vous.